Bonsoir, ça fait bientôt un mois que nous sommes de nouveau confinés. Quand en sortirons-nous? Demain, le président de la République va peut-être donner un début de réponse sur l'ouverture des magasins par exemple. Il va peut-être être question aussi des vaccins, on verra ça donc dans 24 heures maintenant. Des sujets qui font débat, à droite notamment. On estime que les commerces paient le prix fort des mesures sanitaires. Les Républicains qui ont voté aussi contre la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, que ce soit aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Et puis il y a un autre sujet de discorde qui va bientôt arriver dans les débats. C'est sur la loi dite pour conforter les principes républicains. Autant dire que ce sont des heures de débat parlementaire à venir. Et ça tombe bien, on reçoit aujourd'hui dans l'audition publique Gérard Larcher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Sénat et vous êtes sénateur LR des Yvelines. Alors audition publique, c'est le rendez-vous du lundi soir, 1 heure en direct sur LCP Public Sénat avec Le Figaro. Une image du jour, c'est un ancien président de la République devant les juges. Nicolas Sarkozy s'est rendu cet après-midi au tribunal. Il est poursuivi pour corruption, on va regarder par là, corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, l'un des volets de l'enquête sur le financement de sa campagne présidentielle en 2012. Gérard Larcher, quand vous voyez celui qui a été président de la République issu de vos rangs, devant un tribunal, quel sentiment ça suscite chez vous? D'abord, je ne suis pas chroniqueur judiciaire, je ne vais donc pas commenter le procès qui vient de débuter. C'est un sentiment plutôt. Hein? C'est un sentiment plutôt que je vous demande. Le principe de séparation m'interdit de le faire, mais ce procès a mis en lumière des pratiques qui m'ont étonné. Si je reprends une formule que j'ai entendue, y compris dans la bouche du garde des Sceaux, le système des filets dérivants qui permet à partir d'une affaire de capter une autre affaire. Moi, je suis très attaché au principe de la confiance entre magistrats et avocats, au respect du secret de l'avocat. Et ma préoccupation, même si ça peut déplaire, c'est de préserver l'autorité de justice et la confiance dans l'autorité de justice. Un État de droit a besoin de confiance dans l'autorité de justice. Et c'est ça ma préoccupation. Quand vous dites ça, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Qui remet en cause l'état de droit? Écoutez, il y a un certain nombre de dossiers dans lesquels aujourd'hui l'autorité de justice est interrogée. Je ne dis pas mise en cause. Et je crois qu'il y a besoin que nous retrouvions cette relation entre notamment des décideurs politiques et l'autorité de justice, sans confusion des gens. Je crois que c'est peut-être très important. Et de ce point de vue, ce procès peut être l'occasion de renouer la confiance entre les politiques et la justice. Jusque-là, la procédure suivie n'a pas permis de renouer la confiance. Regardez bien, puisqu'il y a eu une demande du président de la République, d'une enquête sur les agissements de magistrats du parquet national financier, qui a conclu qu'il n'y avait rien. Il n'empêche qu'il y a encore une enquête. Et donc, vraiment, je ne souhaite pas aller plus loin dans le Non, en fait, commentaire. je vous demandais un sentiment, de voir Nicolas Sarkozy comme ça devant un tribunal. Mon sentiment, c'est que notre pays a besoin d'une justice sereine. Non, mais c'est pas ça, c'était vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, dont j'ai appartenu à sa majorité, chacun connaît ma liberté par rapport à Nicolas Sarkozy. Je trouve que tout ça ne correspond pas à l'image et à ce qu'il a apporté au pays. Il reste populaire à droite, certains aimeraient bien le voir revenir d'ailleurs, mais tout ça, là, ça le met définitivement hors jeu. Écoutez, c'est pas le sujet, je pense que je fais confiance en la justice parce que je dois dire que je pense qu'elle regardera si elle a les preuves ou si elle n'a pas les preuves. Sans intervention extérieure, c'est ce que vous avez dit. Voilà. On va poursuivre maintenant avec mes consoeurs des chaînes parlementaires, Brigitte Boucher de LCP. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Francis. Et Tam Tranui de Public Sénat. Bonsoir Tam. Bonsoir Francis. C'est vous qui commencez. Tam, on va commencer par parler du coronavirus évidemment, parce que ça c'est encore et toujours la préoccupation numéro 1 des Français et depuis 8 mois maintenant. Gérard Larcher, le président Emmanuel Macron va donc s'exprimer demain. Il va s'exprimer pour apporter, nous dit-il, de la clarté, donner un cap. C'est ça que vous attendez? C'est ce qui a manqué jusqu'ici? Je pense que les Français ont besoin d'y voir clair, ils ont besoin de confiance. Quand je regarde le sondage IFOP du mois de novembre, on voit que simplement 39% d'entre eux ont confiance. Il y a eu beaucoup d'approximations, beaucoup d'absence de visibilité. Il y a eu un certain nombre d'échecs depuis le mois de mars. Sur les masques, tous masqués, c'était un objet rare, je vous rappelle, et même dangereux, paraît-il, en avril. Sur les tests aussi. Tracés, isolés, chacun a le souvenir de septembre, des difficultés à se faire tester.
Et puis l'isolement, chacun sait que c'est notre maillon faible. Et là, c'est une responsabilité collective. Et là, je ne montre pas en tant que tel l'exécutif. Mais l'important, demain, du président de la République, c'est qu'il, face à des Français qui s'interrogent, qui parfois doutent, qui parfois sont en colère, qui parfois sont un peu las et désespérés, quelle stratégie, quelle sortie progressive du déconfinement, Justement, quelle étape, quel calendrier. Il ne veut pas employer ce mot déconfinement, il ne veut plus parler de cela, il veut parler simplement d'allègement des contraintes. Progressive du confinement. Oui, allègement des contraintes, il ne veut même plus dire le mot. Il a raison vous voyez, d'être il y a prudent. le mot contrainte, il y a un moment, il faudra bien qu'on ait un civisme collectif, car il ne suffira pas de contraintes. Comme chaque semaine, tout va être certainement décidé le matin en Conseil de défense. Est-ce que c'est pour vous une instance légitime? Écoutez, elle est légitime, elle existe dans nos institutions, c'est le rôle et la place du président de la République. Je souhaite que, Certains on y disent reviendra que sans doute c'est pas dans le Conseil notre des soirée, ministres. que le Parlement soit moins tenu à l'écart de l'ensemble des décisions, qu'il contribue à la compréhension de ces décisions. Voilà pourquoi j'ai insisté depuis 3 semaines, tant auprès du président de la République, nous nous sommes vus il y a maintenant 18 jours, qu'auprès du Premier ministre. Avant de parler des grands mots, unité nationale, union nationale, parlons-nous. Je pense que l'absence d'association du Parlement, ce qui nous a été proposé pendant la loi d'urgence, voilà que pendant 7 mois, on avait débattu 4 fois, on nous proposait pour 6 mois de ne plus débattre. Ben, je pense qu'il faut plus associer le Parlement. C'est sûr qu'on va y revenir. Cet ensemble de démarches. Voilà pourquoi j'ai tellement regretté. Mais le Conseil de défense... Que l'amendement, pardonnez-moi, l'amendement 83, parce que je l'ai écrit au président de la République, au Premier ministre, du Sénat dans la loi d'urgence, qui prévoyait pour la question, notamment de l'ouverture des commerces, que ça se fasse à partir du préfet, dans un le préfet, aux ordres du gouvernement, dans un dialogue avec les élus, avec les organisations professionnelles locales. Ça me semblait une manière de gérer. Et je souhaite que dans ce processus de sortie du confinement, on trouve la concertation, qu'on ne recommence pas comme à Aix-Marseille. Vous savez, j'étais à Aix, les sous-préfets n'étaient pas encore au courant que la mesure était entrée en application et il n'y avait pas eu de concertation avec les élus. Et je pense que c'est la voie qu'il faut trouver. Et c'est une responsabilité du président de la République sur ce qu'il va annoncer. Alors, vous l'attendez là-dessus. Les mots, il faut qu'on réussisse cette sortie du 2e confinement, et puis qu'il nous ouvre vers la stratégie vaccinale. Je vous entends sur l'amendement 83, justement. Est-ce que pour vous, la priorité des priorités, Gérard Larcher, c'est la réouverture des petits commerces? L'amendement 83, c'était l'illusion... j'allais dire... Ça aurait pu être l'illusion d'une méthode, et c'était la référence à une méthode que nous proposions. Dans le but de rouvrir ces petits commerces. Il y a bien d'autres points. Si j'ai choisi cet amendement 83, c'est que c'est un amendement voté à l'unanimité au Sénat, tout groupe confondu, et que l'Assemblée nationale ne retient pas en 2e lecture, mais qui était possible pour le gouvernement de réintroduire après la commission. Est-ce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est l'ouverture des commerces? Non, l'ouverture des commerces est extrêmement important. Important d'abord pour l'équité entre les différentes formes de distribution. Important cette partie de l'année essentielle pour l'activité commerciale. Important pour envoyer aussi un signal positif. Et donc ça doit être une priorité. Ça doit ouvrir dès samedi pour vous. C'est essentiel aujourd'hui, si les conditions sanitaires le permettent, que nous retrouvions une activité commerciale dans le cœur de nos villes, dans nos villages. L'activité commerciale, il faut entendre les petits commerces ou également les restaurants et les bars qui sont fermés? Tout dépendra des protocoles sanitaires. On sait que c'est plus sensible dans les bars et dans les restaurants. Les analyses qui sont faites par les scientifiques, par les épidémiologistes, le démontrent. Donc, si nous commençons par le commerce au mois de décembre, dans des conditions à définir, l'Allemagne a fait un autre choix, je vous le rappelle. L'Allemagne a fait le choix du nombre de mètres carrés par commerce pour recevoir un client. Il y a, je crois, des procédures à définir. Ces procédures doivent permettre un redémarrage de l'activité commerciale. En décembre, vous disiez. Il faut se laisser un peu de temps. Je dis, c'est ce que j'entends et ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite parce qu'on arrive dans un mois qui est essentiel
pour l'activité commerciale, mais essentielle aussi au moral des Français. Et est-ce que dans les priorités, vous mettez aussi la réouverture des lieux de culte ? J'ai demandé, car c'est une liberté fondamentale, il faut quand même que nous mesurions bien combien l'urgence sanitaire nécessaire est en quelque sorte attentatoire aux libertés individuelles et collectives. Vous savez, j'ai rempli, moi, ma petite fiche, là, à Rambouillet, pour aller dans la rue d'à côté. J'ai pris mes petites cases. Je me suis dit, pour aller dans la rue Gambetta, qui était pas loin de chez moi, quand même, voilà que je remplis un papier qui peut être contrôlé à tout moment et de me poser la question, pourquoi je m'en vais dans la rue d'à côté ? Et c'est unique au monde, hein ? C'est unique au monde. Oui, mais et c'est en même temps une vraie question. Voilà pourquoi je suis aussi exigeant sur le nécessaire contrôle du Parlement. Quand on abandonne une telle liberté, celle de se déplacer... C'est une erreur, cette attestation dérogatoire ? Au nom de la protection de la santé, on oppose deux principes. Souvent, on oppose liberté et sécurité publique. Et là, c'est liberté individuelle et sécurité sanitaire. Il faut en permanence que ça soit sous le contrôle du Parlement. Et je crois que c'est une vraie exigence. Donc vous plaidez pour la réouverture des lieux de culte, les rassemblements, il y en a eu hier à Versailles devant des églises. Est-ce que vous dites à Gérald Darmanin, il faut faire appliquer la loi, il faut verbaliser ces gens qui prient devant les églises ? Je ne dis rien à Gérald Darmanin, mais je vois que la question des cultes est une liberté fondamentale. Si les conditions sanitaires sont respectées, et je le rappelle avec ma liberté vis-à-vis de l'Église catholique, chacun le sait, il suffit de regarder mon CV, que le temps de l'Avent est un temps important pour les chrétiens. Et il faut aussi qu'on soit attentif à cette liberté fondamentale qui est contenue dans la loi de 1905. La loi doit protéger la foi. Donc que ce soit pour les catholiques ou les musulmans... Ou pour tout le monde. Juifs. Pour être clair. Gérard Larcher, vous avez tout à l'heure commencé à parler des vaccins. Vous vous êtes d'ailleurs prononcé pour le vaccin obligatoire. Est-ce que vous le maintenez quand vous voyez que plus de 50% des Français sont méfiants ? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déconnecté de ces Français ? Non, parce que je pense que pour les vaccins, il faut anticiper, concerter, organiser. Il faut donc que nous ayons une pédagogie vis-à-vis des vaccins. Cette pédagogie, elle repose bien sûr sur la sécurité vaccinale, mais aussi d'expliquer aux Français, et je pense que le président de la République va sans doute entamer cette explication, comment on s'approvisionne, quel pourrait être demain le calendrier prévisionnel, quelle méthode de vaccination, quel public prioritaire, qui sera chargé de la vaccination. Mais vous maintenez que vous êtes toujours pour un vaccin obligatoire ? Attendez, je vais terminer, si vous le voulez bien. Et plus les Français seront rassurés, plus ils auront confiance. Je note simplement, c'est aussi là encore un sondage Ipsos, dans 15 pays, j'allais dire membres de l'OCDE, plus de 70% de la population se dit prête à se vacciner. Oui. En France, à peine plus de 50%. Nous avons donc un déficit de pédagogie et de confiance. Et pourquoi j'ai dit que si nous n'arrivions pas à créer ce qu'on appelle dans notre jargon, pardonnez aux vétérinaires, le matelas vaccinal, il faudrait peut-être en passer par la vaccination obligatoire. Parce que moi, j'ai été très, très marqué. J'appartiens à une génération qui a connu la polio dans les écoles, qui a connu... Et le vaccin a éradiqué la polio. J'ai été en proximité, assez touché, en proximité, de la part de gens que je connaissais extrêmement bien. Et que pour moi, se vacciner, ça n'est pas que pour soi-même. C'est un élément de solidarité collective. Et nous avons besoin dans notre société de collectif. Ça n'est pas simplement moi, c'est moi et les autres et moi. Donc vaccination obligatoire, mais dans un deuxième temps, si les Français... Et sous le contrôle du Parlement. Oui, justement. Et le contrôle du Parlement. Et c'est la question de table. Oui. Tout d'abord, Richard Ferrand, donc votre homologue à l'Assemblée, veut saisir l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Oui, vous le saluez. Très bonne idée. Vous êtes d'accord avec lui ? Il faut le faire. Le vice-président au Sénat est Gérard Longuet, et je suis certain que... alors, les méthodes de l'Office prennent en général plus de temps, mais je crois qu'un travail de l'Office parlementaire correspond tout à fait aux missions de l'Office parlementaire. Et après cela, de l'évaluation, je vous rappelle, pour ceux qui nous écoutent, des choix scientifiques
Et technologique. Et technique, mais choix scientifique, c'est important. C'est tout. Brigitte. Oui, on va parler de sécurité globale et de cet article 24 qui a fait couler beaucoup d'encre, qui interdit la diffusion d'images malveillantes de policiers en opération de maintien de l'ordre. Cet article 24 braque la presse. Est-ce que vous comprenez, vous, que les journalistes y voient là une atteinte à la liberté d'informer ? D'abord, le sujet, c'est une vision de la sécurité intérieure. Il y a maintenant plus de 2 ans, Gérard Collomb, alors ministre d'État, ministre de l'Intérieur, nous avait annoncé un livre blanc, un projet global, et il faut un continuum de sécurité qui aille du maire jusqu'à la justice, en passant par les policiers, qu'ils soient municipaux, nationaux, gendarmerie, voire sociétés de sécurité privée. C'est tout ça, ce texte, et ce qui est souhaité de faire. Regardez la situation, avant qu'on parle du débat sur l'article 24. En 15 ans, 80% d'agressions de policiers en plus. En 10 ans, plus de 70% d'agressions de gendarmes en plus. Et un rapport, Patrick Caner, Catherine Trandeleu, l'an dernier, sur les sapeurs-pompiers, 210%, je crois même que c'est 213% de plus d'agressions en 10 ans. Il faut donc qu'on ait une réponse. Alors d'accord, ça c'est la réponse globale. Et qu'on ait une réponse parce que nous devons être un État de droit, et les acteurs de l'État de droit, ce sont les policiers, ça, les gendarmes. C'est la réponse globale, Gérard Larcher. De sécurité. Mais sur les journalistes. Sur l'article 24. C'est surtout sur les journalistes. Vous avez bien vu que ça crée de l'émotion chez les journalistes. Est-ce que vous comprenez ça ? 24 lui-même. Quand on regarde cet article dans la rédaction tel qu'il sort des travaux de l'Assemblée nationale, nous voyons que ce qui est visé, c'est l'utilisation d'images au fin de faire pression physique et psychologique sur des policiers ou des gendarmes, et notamment par des messages qui, manifestement, veulent pas simplement les dénoncer, mais s'en prendre directement à eux-mêmes ou à leur famille en mettant des adresses. C'est ce type de message qui est visé. Oui, mais ce que disent les journalistes de l'autre côté... Aujourd'hui, dans la rédaction, vos confrères n'ont pas d'inquiétude à se faire. Nous aurons peut-être à préciser, dans le débat au Sénat, le moment venu, qui est sous le statut de la loi de 1881. Ça doit conforter les journalistes, me semble-t-il, et respecter leur mission qui est d'informer en toute liberté. Il faut préciser ça, c'est ce que vous dites. Au Sénat, il faudra préciser ça. Je dis qu'il faut regarder, c'est l'intérêt du bicamérisme. D'accord, donc ce sera étudié au Sénat. Je trouve qu'on a beaucoup débattu, on a oublié la situation des policiers et des gendarmes. Bien. Vous savez, moi, je veux le dire quand même, je suis l'élu du département où un couple de policiers a été assassiné dans sa maison, devant l'enfant. Ça n'était pas les réseaux sociaux. Non. Mais c'était une forme de filature qui y ressemblait. Et la filature par les réseaux sociaux nécessite que nous protégions policiers et gendarmes. N'oublions pas ces drames. Et ayons-le au cœur. Bien. On va parler d'un mot du projet de loi sur le séparatisme. Ça s'appelait comme ça ne s'appelle plus comme ça. Tam, ça va s'appeler pour conforter les principes républicains. Effectivement. Aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui fragilise aujourd'hui les principes républicains ? Vous avez eu ce texte entre les mains. Est-ce que vous pensez qu'il répond vraiment pour vous à ce qui menace aujourd'hui ces principes républicains ? Est-ce que ça aurait pu aussi éviter l'assassinat de Samuel Paty ? C'est un projet de loi qui vise à lutter clairement, appelons les mots, contre l'islam radical. Et j'insiste sur le mot radical, parce que islam ou islamiste, ça ne veut pas dire en soi quelque chose qui est négatif. Parce que personnellement, je pense que les musulmans de France doivent pouvoir vivre leur foi dans la République. Vous savez, moi, avec Marcel Gauchet, nous avons produit un petit opuscule de réflexion en 2019. Et le principe, c'est brillant. Je le disais tout à l'heure. Aristide Briand. La loi doit protéger la foi, tant que la foi n'entend pas dicter la loi. Alors, autour de ça, il y a des propositions pour la neutralité du service public, pour les activités associatives, pour la dignité des hommes et des femmes. Il y a des propositions pour l'éducation, la lutte
C'est complexe. Ça nous renvoie à la haine en ligne, ça nous renvoie à notre article 24, et c'est un article d'ailleurs qui porte les numéros 25 et 26 dans le projet de loi. Et puis, aussi la question de la liberté et de l'organisation des cultes, notamment pour le contrôle. Parce que Tam, vous posez la question, est-ce qu'aujourd'hui, qui fragilise aujourd'hui les principes républicains ? Eh bien, le fait qu'un certain nombre, j'allais dire, de prédicateurs, et pas simplement religieux, ou d'acteurs, pensent qu'il y a une loi supérieure à la loi de la République. Quel qu'il soit. Il n'y a aucune loi supérieure à la loi de la République. Brigitte. Pour fonder un islam de France, l'islam des Lumières, dit Emmanuel Macron, est-ce que c'est bien de s'appuyer sur le CFCM qui doit labelliser finalement les imams de France ? Conseil français du culte musulman. Le Conseil français du culte musulman a le mérite d'exister. Il a été construit, je vais dire historiquement, de Pierre Joxe en passant par Jean-Pierre Chevènement, puis Nicolas Sarkozy, François Hollande. Et il a une légitimité. Ce Conseil français du culte musulman. Il est une organisation des musulmans entre eux. Il lui appartient de déterminer les conditions dans lesquelles le libre exercice du culte musulman peut se faire dans les valeurs de la République. Et je voudrais simplement rappeler... Il aura l'autorité sur l'ensemble des musulmans pour le faire ? Il l'acquérera progressivement. Pardonnez-moi, si on reprend l'histoire... Ça n'a pas été si simple dans les rapports entre la République et l'Église catholique. Ça n'a pas été si simple il y a un peu plus de 2 siècles dans l'organisation des relations avec le judaïsme et le protestantisme. Eh bien, la République se doit aujourd'hui de permettre à nos compatriotes musulmans d'exercer s'ils le souhaitent. Vous savez, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Juste pour terminer sur ce sujet, les valeurs de la République. Pour terminer sur ce sujet, c'est très simple. Est-ce que c'est donc au Conseil français du culte musulman qui pratique en France ? Écoutez, comme il l'est pour la Fédération protestante de France, d'agréer des pasteurs. Donc la réponse est oui. Ce que nous acceptons pour d'autres cultes, je ne vois pas au nom de quoi on mettrait en doute la capacité. Un pasteur, c'est agréé, c'est l'évêque qui désigne dans le diocèse le prêtre ou le diacre, donc organiser le culte. Par contre, contrôler, d'où l'importance du statut 1905 ou 1901. Je crois que ces sujets, il faut les voir avec exigence. Depuis 30 ans, on a reculé. On a reculé notamment vis-à-vis de l'islamisme radical, du rapport au bain, au territoire perdu de la République, au drame de Conflans, là encore dans mon département, ou dans celui de Nice, je vous dis, la République a reculé. Bien, on va conclure là-dessus pour ce soir, en tout cas, parce qu'évidemment, le débat, il va avoir lieu pendant des semaines et des mois. Merci Brigitte et merci Tam. Et à lundi prochain, bien évidemment. Avenir lycéen, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça. Moi, personnellement, je ne connaissais pas trop avant, pour tout vous dire. Il a été financé et créé en ligne directe avec le ministère de l'Éducation nationale. En tout cas, c'est ce que dit Mediapart et Libération à partir de témoignages d'anciens adhérents. Jean-Michel Blanquer se retrouve accusé d'avoir favorisé la création de ce syndicat. Et cet après-midi, vous allez voir, il s'en est défendu. C'est un non-sujet monté en épingle par le secteur de l'ultra-gauche pour des raisons qui leur appartiennent. Cette association, parce que ce n'est pas des syndicats, a été la première élue, c'est-à-dire elle a obtenu le plus de suffrages au Conseil supérieur de l'éducation il y a maintenant, je crois, 2 ou 3 ans. Ce n'est pas des sujets que je suis de très près d'ailleurs. Et elle a obtenu une subvention moindre d'ailleurs que d'autres qui avaient eu le même genre de score les années d'avant. Donc voilà, elle a eu une subvention. Aujourd'hui, le sujet, c'est est-ce qu'elle en a fait un mauvais usage ? C'est dès que j'ai su qu'il y avait un éventuel problème, on a diligenté une enquête. Cette enquête, évidemment, on en donnera les résultats de manière complètement transparente. Voilà le sujet. Alors Gérard Larcher, il y a 2 thèses là-dedans. Comment on fait pour avoir la vérité ? Une commission d'enquête parlementaire ? Et si l'Assemblée nationale le décide, elle peut toujours le faire. Je voudrais que chacun mesure bien les relations qu'il avait avec les associations étudiantes avant de se lancer dans ce genre d'opération. Moi, je fais confiance a priori au ministre, mais le rôle du Parlement, c'est de contrôler. Et il n'y a rien de scandaleux à ce qu'il y ait un contrôle parlementaire. Et si c'était au Sénat ? Une commission d'enquête parlementaire au Sénat ? Écoutez, je crois que c'est à l'Assemblée nationale que c'est imaginé. Ça vous arrange ? Non, ça ne nous arrange pas. Je pense qu'on a démontré en matière de commission. Non, je ne vais pas poser la question. Pardonnez-moi,
que nous allions, quand les choses étaient importantes, au bout des choses. D'accord, vous disiez les relations autrefois entre certains partis politiques et syndicats étudiants. Est-ce que les erreurs du passé justifient celles d'aujourd'hui? Mais non, mais je fais plutôt confiance au ministre et je ne suis pas suspect de le supporter matin, midi et soir. Yves Tréhard est avec nous. Bonsoir Yves. Éditorialiste et directeur Larcher, adjoint du Figaro. bonsoir, On va parler de politique aussi avec vous et Gérard Larcher. Alors, je voudrais, au nom d'un petit droit de suite, revenir sur le tout début de l'émission et sur l'affaire Sarkozy, non pas sur le fond, mais sur quelque chose dont on parle assez peu. Le juge d'instruction qui a instruit cette affaire s'appelle Serge Tournaire. Il se trouve que ce juge, il a instruit cette affaire. Il a instruit l'affaire Big Balion, il a instruit l'affaire Tapi, il a instruit l'affaire Fillon, il a instruit l'affaire des financements présumés ou supposés libyens. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une anomalie à ce qu'un juge d'instruction soit au cœur de toutes les affaires politico-judiciaires en France? C'est un sujet pour le Conseil supérieur de la magistrature. Vous estimez? Mais tous ces sujets, d'ailleurs, le rôle du contrôle du Conseil supérieur de la magistrature est essentiel. Et je dois dire que peut-être que ce contrôle nécessiterait d'être réactualisé. À un moment, on parle depuis longtemps. Il y a eu un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et sur notamment les avis qu'il doit donner. Je crois qu'il y a là un vrai sujet. Car j'insiste, si on ne retrouve pas confiance dans la justice, c'est une partie de l'état de droit qui sera affaiblie. Et moi, personnellement, je veux faire confiance dans l'autorité de justice. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des exigences par rapport à l'autorité de justice. Mais pardonnez-moi, c'est vraiment le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Tout autre sujet, c'est le vote par correspondance. Vous vous êtes prononcé pour. Est-ce que ce vote par correspondance doit s'appliquer dès maintenant pour les élections régionales et départementales du mois de juin? Je n'ai pas elles ont lieu au juin. Je ne me suis pas encore prononcé pour, car j'attends le résultat de la mission flash que la commission des lois a mise en place. Cette mise en place doit nous donner avant Noël ses conclusions. Il ne s'agit pas simplement de parler du vote par correspondance. Il s'agit de voir, dans les conditions sanitaires que nous connaissons, si nous pouvons adapter notre code électoral. Nous l'avons déjà fait au printemps, avec la double procuration, mais c'était une semaine avant le deuxième tour. Là, nous allons avoir le recul. Réfléchir aussi, est-ce qu'on ne peut pas donner une autre procuration, par exemple, à quelqu'un qui n'habite pas dans la commune? Il y a l'organisation des bureaux de vote eux-mêmes, car nous allons avoir une élection synchrone départementale et régionale, et vous savez, il y a des locaux de mairie, et pas que dans les petites communes, Ils sont exigus. qui rendent très difficiles les gestes sanitaires et les règles sanitaires et les gestes barrières. Il y a aussi l'organisation de la campagne. Est-ce qu'il ne faut pas imaginer une campagne un peu différente, avec une part de virtualité? Il y a la durée de la campagne et les comptes de campagne, et il y a le vote par correspondance. Et par Internet d'ailleurs aussi. On n'en est pas là. On va étudier, on va étudier le scrutin électronique, mais je ne le pense pas. Mais il ne faut rien laisser de côté. Yves, on a deux questions quand même. La fiabilité, j'allais dire, c'est-à-dire l'exercice plein et entier de la liberté de choix de l'électeur pour qu'il n'y ait pas pression sur lui. Yves. Je rappelle que le vote par correspondance, on le pratique pour les Français établis hors de France, pour une partie d'entre eux. Et le second sujet, c'est pour le second tour, les choses ne sont pas simples, c'est la fiabilité postale, parce que vous êtes, par exemple, dans des élections régionales, où il peut y avoir des fusions de listes, les déposer le mardi, comment on fait pour voter le dimanche. Et voilà. Oui, c'est vrai. Ça n'a jamais été pointé du doigt précisément, moi, pratiquement. c'est concret, C'est concret. c'est du vécu. C'est concret, Et c'est concret. j'attends les réponses avant d'avoir un avis définitif. Yves. Alors, je parlais des régionales et des départementales. En Île-de-France, qui est votre région aussi élective, est-ce que vous allez appeler à voter, vous, président du Sénat, membre des Républicains, pour Valérie Pécresse, qui n'est plus aux Républicains? Savez-vous que, je vais vous donner un scoop, je vais sans doute à nouveau présider son comité de soutien en Île-de-France. Et elle me l'a demandé, et pour tout vous avouer, je lui ai répondu positivement la semaine dernière. Très bien. Donc,
parce qu'elle fait de l'excellent travail dans notre région Île-de-France. Sur des choses de fond, développement, environnement, sur ces sujets, elle fait du concret, mais aussi la vie quotidienne des Franciliens, les conditions de transport qui étaient une catastrophe. Je ne dis pas que tout est encore aujourd'hui idéal. Elle les a beaucoup améliorées. Le suivi, la présence, le soutien, pardonnez-moi, à l'agriculture et notamment à la transition agricole en Île-de-France, elle est extrêmement présente. Bon, on ne va pas faire sa campagne ce soir. Je fais sa campagne parce que oui, mais on va pas elle a changé le visage de l'Île-de-France. Sinon, les chronos vont s'ouvrir. Vous êtes d'accord pour dire que ces régionales à droite, qui est votre camp, peuvent servir de primaire, justement, avant l'élection présidentielle de 2022. Non, parce que tous ne sont pas candidats aux élections régionales. En revanche, il y a un mot que vous avez prononcé, et moi j'aimerais bien que vous nous le définissiez de façon plus précise, c'est le départage. C'est quoi le départage? Pour la présidentielle. C'est d'abord parti d'une observation politique, cher Yves Tréhard. Est-ce que on considère que dans l'espace politique, situé entre La République En Marche et le Rassemblement National, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il n'y a rien? Ben, je ne le pense pas. Je pense que nous avons une responsabilité particulière de proposer une alternative aux Français. Et cette alternative, c'est pas entre Macron et Le Pen. De même pour les sociodémocrates, je pense qu'il y a une alternative à proposer entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. C'est donc une responsabilité démocratique. Mais nous savons aussi que si nous avons 2 candidats au premier tour dans cet espace, je parle de l'espace auquel j'appartiens, nous ne serons pas présents au second tour. Mais là, vous m'avez Voilà pourquoi vous n'avez pas répondu. Je propose et Yves, la n'aime pas ça méthode quand on répond pas. de départage, c'est-à-dire de trouver, dans un dialogue avec les candidats, ça c'est à l'intérieur des Républicains comme à l'extérieur des Républicains, des 2 présidents de région auxquels vous pensiez... Xavier Bertrand. Par exemple, et Valérie Pécresse. Et Valérie Pécresse dans la famille des Républicains, même s'il en partage beaucoup des valeurs. Et mais il y a aussi les centristes, il y a aussi les familles centristes. C'est avec tout cela que je veux, en lien avec Christian Jacob, en lien avec ma famille politique, mais pas uniquement dans ma famille politique, collectivement, trouver la méthode de départage et le faire Yves. Dans les premières semaines de l'an prochain, pour que nous soyons prêts, donc qu'à l'issue des élections départementales et régionales, eh bien, nous choisissions une candidate ou un candidat. Gérard Larcher. C'est pas les partis qui choisissent. Ça, c'est ma vision gaulliste. Attendez, parce qu'il a une question aussi. Qui nous soutenons? Mais Gérard Larcher va nous donner la méthode, donc, du départage début janvier, c'est ce que je note. Pas début janvier, dans les premières semaines. J'ai parlé du printemps, et je ne vois pas le printemps en janvier. C'est mon côté paysan. Donc dans les premières semaines... toujours. Donc vous dites quoi? Attendez, on va redire, on va repréciser. Donc dans les premières semaines de... Alors, attendez, parce que Yves n'a pas entendu, on n'a pas compris. Dans les premières semaines du coup... Le printemps. C'est-à-dire avril. Je n'ai pas de date en tête. Ah ben le printemps, c'est le 21 mars. Hein. Je n'ai pas de date en tête. Le printemps, c'est je pense qu'il faut l'avoir préparé. Il faut en avoir débattu pour être prêt. Une dernière question. Derrière les départements. Une dernière question. Alors non, 2 noms. 2 noms et une réponse pour chaque nom. Bah, vite. Un homme qui a beaucoup de succès aujourd'hui, au moins médiatiquement, que vous connaissez bien, qui s'appelle Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées. On parle de lui, justement, pour peut-être figurer à cette présidentielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec une expression qu'il a formulée il n'y a pas très longtemps, en disant que la France, il répondait à une consoeur, était au bord de la guerre civile? Je suis un peu plus optimiste que Pierre de Villiers. Je pense que la France est en état de fracture communautaire, par exemple, de fracture territoriale, entre la France des métropoles et la France des petites villes, des villes moyennes, de l'espace rural. Fracture communautaire, nous l'évoquions tout à l'heure, quand nous évoquions les valeurs de la République. Et ces fractures-là peuvent conduire, à terme, à des violences. Et d'ailleurs, nous avons déjà des violences. Quand je vois hier, dans mon département, un bus incendié à Montesson, alors que le chauffeur est seul, ce sont des violences strictement inacceptables. Alors, sur Pierre de Villiers, s'il souhaite être candidat, mais j'ai entendu dire qu'il n'était pas candidat. Mais s'il le souhaite, pourquoi pas dans le départage? Bien sûr. Alors, un deuxième nom, c'est pas... C'est une porte ouverte, en tout cas. Vous comprenez bien, c'est pas un jeu. Non, mais pas du tout. C'est pas
le départage d'une succession, c'est d'offrir aux Françaises et aux Français une alternative. Bien. Alors, une dernière question pour Yves. Dernière question. Quelqu'un que vous connaissez bien aussi, Nicolas Dupont-Aignan, qui a exprimé le désir de revenir dans le giron de la famille des Républicains. Est-ce que vous l'accueillez avec grand cœur? Non, pas grand cœur, parce que je n'oublie pas le choix qu'il a fait de Marine Le Pen au second tour. Et il faudrait que Nicolas Dupont-Aignan révise un certain nombre de ses conceptions de manière profonde. Donc il est pas je le dis parce que je n'ai pas d'hostilité personnelle à son égard. Mais je dois dire que ces choix ne sont pas les miens. Donc il n'a rien à faire dans le départage. Ils n'ont jamais été les miens. Et que, pardonnez-moi, on juge un homme ou une femme politique à des choix dans des moments essentiels. Donc il n'est pas Et l'élection présidentielle, c'est un choix essentiel. Il n'est pas éligible au départage, donc. Il ne me semble pas, en l'état. Merci Yves. Merci, Monsieur le Président. Et à lundi. Merci, Francis. À lundi. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau, évidemment. Vous êtes chez vous aussi. On vous lit toujours. Avec Alors, vous savez que Merci. Gérard Larcher, il va y avoir un délit d'écocide qui va être créé dans la prochaine loi sur la transition écologique, qui renforcera les sanctions financières et pourra même aller jusqu'à des peines de prison pour des personnes ou des entreprises qui ont volontairement pollué un site, par exemple. Et Barbara Pompili a même déclaré ce matin sur France Info, le glaive de la justice va s'abattre sur les bandits de l'environnement. Voilà ce qu'elle a dit. Avec Éric Dupond-Moretti, on a mis en place, et on va le faire voter dans la loi la semaine prochaine, un grand délit qui est un délit qui va permettre de faire payer tous ceux qui, soit sans le faire exprès, soit parce qu'ils l'ont voulu et parce qu'ils ont fait exprès, portent des atteintes à l'environnement. Si jamais on abîme l'environnement, eh bien, on sera condamné. Là, on peut aller jusqu'à 4,5 millions d'amende et 10 ans de prison. Gérard Larcher, c'est une vraie avancée, ce délit d'écocide? Écoutez, 2 fois, en 2019, l'Assemblée nationale et le Sénat ont repoussé des propositions de loi qui portaient sur la création de délits d'écocide. Je dois dire que dans le Code de l'environnement, depuis 2016, on a le préjudice écologique. Et que, à vouloir bouger le Code en permanence, je ne suis pas certain qu'on rende totalement service à la cause qu'on veut poursuivre. Il faudra voir quelle est la nature du texte. Vous êtes dubitatif pour le moins. Il faut aussi améliorer nos moyens de contrôle. Il y a aussi les sanctions administratives. Et tout ça suffit. Ces formules lancées comme ça, la prudence fait que je veux voir le texte et que nous le jugerons le moment venu, sans a priori. Mais je rappelle quand même que 2 fois, l'an dernier, les propositions de loi créant ce délit d'écocide ont été repoussées aussi bien par l'Assemblée nationale que par le Sénat. Bien, on va accueillir maintenant... Je salue mes 2 collègues. Eh bien, attendez, on va les accueillir, si vous voulez bien, maintenant, qui sont arrivés sur ce plateau. En effet, Gérard Larcher, il y a 2 parlementaires en face de vous pour débattre avec vous ce soir. Alors, je fais toujours par ordre alphabétique. Pierre Laurent, bonsoir. Bonsoir. Avec d'être près, c'est vous. Vous êtes sénateur de PCF de Paris, vice-président du Sénat. Vous avez été aussi à la tête du Parti communiste pendant quelques années. Et bonsoir Marie Lebec. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines, donc le même département que Gérard Larcher. Députée La République En Marche des Yvelines, je disais, et première vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Alors, vos collègues sont venus avec des questions précises et Pierre Laurent voudrait d'abord vous interroger sur le rôle du Parlement. Vous l'avez un peu évoqué en cette période de Covid. Oui, moi je suis très inquiet de l'état démocratique du pays. On aura vécu au printemps, avec la prolongation, on aura vécu 1 an sous état d'urgence. C'est pas la première fois en plus, pour des raisons différentes dans les années écoulées. Et le rapporteur de la commission des lois au Sénat l'autre jour parlait de 80 ordonnances dans l'année. C'est du jamais vu sous la Ve République. C'est-à-dire on gouverne vraiment... Nous, on appelle ça une monarchie présidentielle. On peut discuter les termes. Mais en tout cas, on est dans une situation de privation du rôle plein du Parlement. Moi, je parle de confinement du Parlement, même si on continue de fonctionner. Mais la démocratie est mal en point. Moi, je suis très inquiet de ça. On n'écoute pas beaucoup les citoyens. On l'a vu sur l'hôpital où les alertes avaient précédé la crise du Covid. On n'écoute pas beaucoup les élus locaux. On le voit encore avec l'appel des 110 maires qui sont obligés de tirer la sonnette d'alarme. On n'écoute pas assez le Parlement. Ça fait beaucoup. Et moi, je pense qu'il faudrait un peu taper du poing sur la table sur cette question démocratique extrêmement inquiétante. Gérard Larcher.
Je crois que Pierre Laurent, sur la question des ordonnances, il souligne un aspect extrêmement important dont j'ai parlé au président de la République il y a un peu plus de 2 semaines. Depuis mai 2017, 206 ordonnances. Nous en avons déjà passé 67 rien que sur la crise sanitaire. Et souvent, les ordonnances prennent plus de temps à sortir que le texte dont on aurait eu à débattre. Nous avons eu une décision du Conseil constitutionnel en mai de cette année qui dit que l'ordonnance, quand elle est prise, après le texte d'habilitation, n'a pas besoin de la ratification après un certain délai pour devenir, j'allais dire, un principe intangible dans la loi. Ce qui chante le contrôle démocratique du Parlement. Voilà pourquoi j'ai proposé, et nous allons mettre en place à partir d'ailleurs du 16 décembre, le groupe de travail qui notamment aura à mettre en place la cellule de veille sur les ordonnances pour astreindre à ce qu'il y ait une ratification. Mais je disais au président de la République qu'on ne peut pas continuer dans un Parlement qui est chanté et qui ne débat pas, et que le concept des ordonnances, c'est naturellement un affaiblissement démocratique. Mais Pierre Laurent a souligné un autre aspect. Pendant 7 mois, nous avons débattu 4 fois de la loi d'urgence. Et là, on nous a demandé de ne plus en débattre jusqu'au printemps. Alors qu'il y a la nécessité d'un contrôle démocratique pendant une période, je le disais tout à l'heure, où on abdique de nos libertés. Absolument, le Parlement abdique de ses droits, enfin... Mais ce groupe de travail à partir du 16 décembre, c'est une avancée pour vous? Oui, mais on voit bien que ça ne suffit pas, parce que ce qu'il faut mettre en cause là, maintenant, c'est toujours nécessaire, parce qu'il faut, malgré les entraves, essayer d'exercer le contrôle du Parlement. Mais c'est surtout qu'il faut cesser avec ce système, parce que si on prolongeait durablement ça, parce que on sait que tout un tas de dispositions prises sous l'état d'urgence perdurent. Elles rentrent ensuite dans le droit commun. On s'habitue. On est en train de prendre de très mauvaises habitudes démocratiques. Et je pense que il faut, je le disais, moi je pense qu'il faut maintenant un peu taper du poing sur la table, parce que sinon on va s'habituer. Et les présidents de la République, celui-là et d'autres, peuvent s'habituer à ce mode de gouvernement Marché, vous allez qui devient extrêmement solitaire. C'est ce qui est en train de se faire. Je l'ai dit clairement dans mon discours du 1er octobre devant l'ensemble des sénateurs, qu'ils aient voté pour moi, qu'ils n'aient pas voté pour moi, je sais que ce sujet, il est majeur pour le droit du Parlement. Et plus nous vivons une période difficile, plus il faut se parler entre l'exécutif et le Parlement. Avant de parler d'unité nationale, d'union nationale, parlons-nous. Et je pense que c'est tout à fait essentiel de se parler et d'échanger. Et en tous les cas, sur les ordonnances, j'espère que nous pourrons apporter un certain nombre de réponses et en même temps d'être vigilants au plan de la tentation de l'ordonnance. Parce que de l'ordonnance au décret-loi, il n'y a pas tant de chemin que ça. Marie Lebec, vous voulez parler avec le président du Sénat, à la Chambre des collectivités territoriales, justement de collectivités territoriales. Et puisqu'on parlait de responsabilité, Pierre Laurent parlait de la responsabilité du président du Sénat. Vous aussi, vous voulez parler d'une certaine responsabilité. Merci. Monsieur le Président, c'est moins tant une question qu'une invitation à débattre, finalement, l'objet de ma première intervention ce soir. Et je vous rejoins sur la nécessité de se parler avant de parler d'unité nationale. Mais pour autant, depuis le début de cette crise, je constate que ce soit certaines oppositions au Parlement, mais aussi l'attitude de certaines collectivités dont vous êtes un des représentants, puisque vous êtes le président du Sénat, qui préfère finalement taper systématiquement sur l'État, considérant qu'elle serait probablement l'échelle la plus adaptée pour mieux gérer cette crise, mais qui aussi sont dans une logique un peu de leçons constantes qui sont adressées au gouvernement, qui considèrent un temps que les mesures sont trop strictes, puis qu'elles sont trop souples, et puis qu'il faudrait une logique territoriale, mais que la logique territoriale, elle conduit à finalement une forme de cacophonie au niveau national qui rend un peu cette situation ingérable.
durable. Moi, je crois que cette attitude de la part des oppositions parlementaires, mais aussi des collectivités dans les territoires, elle affaiblit dramatiquement le discours qui voudrait pourtant être un discours que l'on porte collectivement, non pas dans un souci d'unité nationale, mais vraiment dans un souci d'avoir les Français qui s'emparent aussi bien de cette lutte contre le virus. J'entends dans votre parti des voix qui s'élèvent contre la critique permanente. Je pense à Nicolas Sarkozy, à Jean-Pierre Raffarin. Est-ce que finalement, le rôle des collectivités, le rôle des oppositions au Parlement, ce ne serait pas, non pas d'être dans une logique d'unité nationale, mais d'être dans une logique un peu de caisse de résonance de l'action qui est menée pour lutter contre ce virus? D'abord, regardons ce qui s'est passé au printemps. Si nous n'avions pas eu la commune en proximité, dans l'immédiateté, si nous n'avions pas eu départements et régions, comment aurait-on traversé ce moment à la fois de peur, de doute, de restriction des libertés qu'a représenté la première phase de la première loi d'urgence? C'est sur les collectivités et dans un dialogue avec l'État, d'ailleurs, parce que dans le concret, si je prends nous sommes tous les deux issus du même département. Il y a eu un dialogue entre notre agence régionale de santé, les préfets et les collectivités territoriales. Présenté de manière caricaturale ces relations, mais nous avons besoin de plus de proximité, de plus de confiance. Et d'ailleurs, le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a prononcé plus de 30 fois le mot « territoire ». Et donc, tenter d'opposer les uns aux autres, mais que les territoires soient exigeants. Quand je vais à Aix-Marseille, premier moment d'une phase de reconfinement, j'arrive à Aix, j'étais pas là pour là, je faisais de l'agite propre pour faire élire des sénateurs. Non, campagne, vous faisiez campagne. Oui, bon, c'est bon. Pierre Laurent, il connaît bien ça. C'est notre je voyais tâche. bien le clin d'œil, mais non, c'était la campagne. Tâche. Et je découvre une décision dans laquelle les élus n'avaient pas été associés. Alors, Marie Lebec. À Aix-Marseille. Et le Premier ministre, aujourd'hui, entend bien avoir une démarche d'association. C'est en tous les cas ce que je souhaite. Ah, ben donc, tenter de nous opposer les uns aux autres. Oui, mais Marie Lebec, c'est vous qui opposez. Dans la région Île-de-France, la région elle-même, collectivité territoriale, a joué un rôle important à un moment où l'État était défaillant et compris par rapport aux indispensables gestes barrières qui étaient le port d'un masque. Oui, mais pardon, Monsieur le Président, peut-être juste pour rebondir sur ce que vous dites. Et le sens de mon propos n'est absolument pas ni de dire que les collectivités ne sont pas en capacité de gérer. Et effectivement, je pense que le Premier ministre donne des gages de confiance vis-à-vis des territoires. Il l'a fait dans son discours de politique générale. Mais si on reprend cet exemple d'Aix-Marseille, et sans caricaturer la situation, on a quand même été face à une situation, on avait des élus qui nous expliquaient que non, il ne fallait pas fermer les bars et les restaurants, et qui, quelques heures après, expliquaient que, bah oui, finalement, la situation sanitaire s'était tellement dégradée qu'il fallait peut-être le faire. Mais ce que je veux dire, c'est, vous voyez, c'est aussi ce contre-discours permanent. Mais s'il s'était parlé, se parler, c'est échanger des arguments, entendre. Et à un certain moment, il y a des décisions qui ne plaisent pas, qu'on accepte. Et je crois que c'est vraiment la proximité dont on a besoin, et en même temps du dialogue entre l'exécutif, le législatif et les élus territoriaux. Bien, en tout cas, alors Pierre Laurent, il y a un autre sujet que vous voulez évoquer, c'est quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. C'est ce que les sénateurs, les Républicains, le parti de Gérard Larcher, ont voté, comme ça au passage, la retraite à 63 ans. Oui, non, moi j'ai été scandalisé par cet événement qui s'est produit à la toute fin du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale au Sénat. Les sénateurs, les Républicains, ont fait voter au dernier moment, catimini, un article pour réintroduire dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale l'allongement de la retraite. Alors moi, je trouvais sur la forme scandaleux d'avoir fait ça parce que alors que ce débat est sorti par la grande porte, je dirais, pour le moment. Là, c'était le ramener par la petite porte de manière assez incroyable. Et puis, sur le fond, parce qu'on est dans une période d'inquiétude sociale majeure, il y a des préoccupations sociales à tous les niveaux. Les jeunes ne vont pas réussir, encore moins qu'avant, à rentrer sur le marché du travail. La situation est très inquiétante et on réintroduit ça comme ça, je dirais, en loose day. Alors, soit c'est de la provocation, soit c'est de l'inconscience, soit c'est l'annonce d'un programme. C'est-à-dire que le programme de la droite à la présidentielle, ça va être de dire aux Français, maintenant il y a eu la pandémie, maintenant vous allez payer et c'est vous qui allez payer. C'est de la provocation ? D'abord,
Peut-être première des choses, le loose day, c'est en fait la répétition de 2 années et de 2 votes du PLFSS. Donc ça n'est pas une découverte. Projet de On loi a quand même financement de la sécurité le projet de sociale. loi de financement de la sécurité sociale. Enfin, ça a surpris tout le monde. quand même. On a un sujet. Nous allons avoir 17 milliards de déficit sur notre système de retraite pour 2020. 20 milliards en 2024. Il faut bien se poser la question de l'arbitrage entre cotisation, niveau, durée et niveau de pension. Et que ce sujet, dans l'amendement, puisque vous l'avez lu jusqu'au bout, il est proposé une conférence de financement avec les partenaires sociaux. Ce qui m'amène à rappeler à mes 2 collègues que nous sommes toujours sur le 49.3 en matière de réforme des retraites. Que le 49.3 a été décidé en Conseil des ministres en février dernier. Le même jour, d'ailleurs, on prenait les premières mesures sur la pandémie de Covid. Vous regardez mais il y avait l'ordre du jour. Non, il n'y avait que le Covid à l'ordre du jour. Oui. Souvenez-vous, le 49.3 n'y était pas. Ça Oui, avait fait mais polémique. il est arrivé ce jour-là. Il est arrivé, c'était une Parce que manière... non, mais moi, je le regarde Non seulement il y a les ordonnances, mais en plus il y a le 49.3. Ouais. Et donc, on est toujours sur le 49.3. Je pense que les collègues de la Commission des affaires sociales, dans leur majorité, ont voulu attirer l'attention sur ce sujet de la réforme des retraites et de la situation. C'est pour dire le Parlement doit reprendre la main, c'est ça. De nos caisses de retraite. Et sincèrement, il était peut-être tard, mais c'est pas une surprise. Ça faisait 2 ans que le même amendement était proposé. On y avait simplement ajouté, je parle... Oui, mais les urgences, urgences, comme je ne vote pas, en regardant la conférence de financement. Mais les urgences du moment sont quand même bien ailleurs. Je l'ai Alors d'ailleurs dit. réintroduire ça de cette manière-là, si on veut ouvrir le débat sur le financement futur des retraites, ouvrons-le, mais ouvrons-le sérieusement, pas de cette manière, et probablement pas avec les recettes que... Je crois, esprit de la d'ouverture. part du rapporteur général et de la présidente de la commission. Bon, Marie Lebec, toujours à propos de la crise, on est en plein dedans parce que l'État va mettre beaucoup d'argent sur la table. Il y a le plan de relance, mais pas seulement, il y a aussi les aides, des aides qui vont aller aussi aux collectivités locales. Et là aussi, vous demandez au président Gérard Larcher de se mouiller, j'allais dire. Oui, tout à fait. Je pense que, sur le volet économique de la gestion de cette crise, on a beaucoup parlé de la question de la gestion sanitaire, mais moi je suis, avant d'aller à La République En Marche, issu de la même famille politique que vous, et je suis... Oui, tout à fait. Je suis finalement un peu frappée par parfois le positionnement un petit peu défaitiste de responsables politiques issus de la droite. J'ai trouvé que dans ces moments de crise, alors que justement en termes économiques, on devrait faire preuve d'adaptation collective, une forme d'abandon de l'idée de souveraineté, de l'idée de patriotisme, de l'idée de faire bouger les lignes, et par la volonté collective, par la volonté du responsable politique et par le comportement des citoyens. Moi, j'ai peut-être quelques exemples à vous donner. On a beaucoup parlé... alors, un seul, pardon. Peut-être celui qui consistait à considérer que les commerces ne pouvaient pas se digitaliser, se numériser, que les Français allaient forcément aller consommer sur Amazon et qu'on ne pourrait pas faire bouger le Black Friday. De par les mesures d'accompagnement économique qui ont été prises, qui permettent de soutenir les entreprises, de les digitaliser, de par les négociations qui ont été engagées par le ministre de l'économie, on voit bien que, en tant que responsable politique, on est en capacité de faire bouger les lignes. Encore une fois, c'est moins tant une question qu'une invitation à débattre, mais j'avais eu cette autorisation là. Oui, je voudrais connaître votre positionnement peut-être sur la façon dont, d'un point de vue économique, cette crise a été gérée et a permis aussi de répondre à un certain nombre de défis, de protéger nos entreprises et d'accompagner les salariés dans cette crise. Je crois que, par exemple, l'utilisation du chômage partiel, c'est un ancien ministre du Travail qui vous le dit, a été une très bonne initiative et qu'elle doit être encore accompagnée. Que le soutien à un certain nombre d'entreprises, mais vous parliez de la digitalisation, vous mesurez bien que ça n'est pas en quelques semaines qu'un commerce indépendant qui n'est digitalisé qu'à 30% peut se mettre en place. Si vous n'aviez pas des initiatives locales, dans notre département, l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie, l'initiative à Rambouillet, ma ville, de la municipalité pour mettre en place des plateformes pour ces commerçants, voilà des vrais... Mais il y a aussi des réalités dans cette crise. Vous parlez beaucoup d'entreprises. Moi, je suis très inquiet de l'émergence d'une pauvreté
de gens qui aujourd'hui, face à la crise, je pense à ceux qui sont dans ce qu'on appelle les permittents ou ceux qui ont des contrats précaires, mais pas uniquement dans un certain nombre de secteurs d'activité, que nous voyons aller vers la pauvreté. Alors, Marie Lebec voudrait réagir. De parler souveraineté, mais il y a aussi des choses quotidiennes sur lesquelles il faut que nous répondions. Quand le Sénat vote une taxation du e-commerce, commerce en ligne. Oui, commerce en ligne, pour soutenir les commerces indépendants, il fait tout simplement une œuvre de solidarité et d'urgence solidaire. Marie Lebec, vous voulez dire? Non, mais c'est pas une conviction que je partage. Je crois que je suis pas d'accord avec vous quand vous dites il faudrait des semaines et des mois pour commercialiser. Parce que moi, j'ai vu mes commerces dans ma circonscription être très réactifs, utiliser les outils qu'ils avaient à disposition. Bien sûr, ils le font. Et je note, et vous avez raison, je note que la région Île-de-France a mis en place une aide à la digitalisation, mais l'État l'a aussi fait à travers la numérisation de nos commerces. Mais faisons-le ensemble. C'est ce que vous dites, Marie Lebec, en fait, finalement. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut, je crois, croire dans la vous capacité et la réactivité de nos entreprises, des citoyens, et être persuadé que allez, ce plan de relance, il faut en saisir l'opportunité. Puis ça mérite peut-être un débat dans la société quand même, de savoir si on veut vivre dans une société où tout se passe en ligne. Peut-être qu'on peut discuter un peu démocratiquement de ça dans le pays. Et c'est pas la peine de se battre pour les cœurs de ville et les cœurs de bourg et ne pas vraiment les soutenir dans un certain nombre de décisions. Mais la numérisation, elle leur servira toujours après. Je vais vous dire. Le plan de relance que nous soutenons globalement, peut-être pas Pierre Laurent, mais la majorité c'est ça, on vous confirme, Pierre Laurent. S'il n'est pas déconcentré au niveau des entreprises, sur les territoires, auprès des préfets, dans la relation avec les élus, je veux bien prendre rendez-vous et nous retrouver ici. On n'en aura pas consommé 50%. Bon, bah alors, on prend rendez-vous dans quoi? Dans un an et demi. Le déconcentrer. Le temps que ça rentre en place. Et tout. 1 an et demi, on va dire. 1 an et demi. Pierre Laurent, Dans tous les cas, aussi. Pierre Laurent, il a posé une question démocratique importante, le rôle et la place du Parlement. On n'a pas la même sensibilité, mais je pense qu'il a posé une question majeure. Plus les temps sont difficiles, plus nous vivons des moments tendus au plan des libertés, plus on a besoin de Parlement. Bien. Pierre Laurent, Marie Lebec vont repartir avec ça et avec les réponses à leurs questions et aux débats qu'ils ont bien voulu mener ce soir sur le plateau. Merci d'avoir été avec nous. On fait un dernier détour par Le Figaro Live où nous attend Vincent Roux. Bonsoir Vincent. Bonsoir Francis. Que vos lecteurs Larcher ou nos téléspectateurs ont retenu, ont lu peut-être aussi ailleurs, ici ou là? Alors, bien justement, on a passé la journée sur les portables comme Gérard Larcher et on a remarqué qu'il y a quelque chose de très commenté sur les réseaux. C'est cette petite phrase du philosophe et sociologue Edgar Morin ce matin sur Europe 1 concernant les caricatures de Charlie Hebdo qui déclare « Ce n'était pas la liberté française, c'était simplement ces caricatures qui ont valu donc à Samuel Paty d'être assassiné, ou bien ces grandes manifestations anti-françaises à travers le monde. Vous, est-ce que c'est votre point de vue, Gérard Larcher? Est-ce que ça n'était pas la culture française, mais que des caricatures? C'était des caricatures, mais qui font partie de la liberté que notre pays assure. Vous savez, j'avais rendez-vous avec Cabu le surlendemain où il a été assassiné. Et il m'avait demandé à me voir pour me dire « Peut-on rire de tout ?» Je ne dis pas que je partageais l'ensemble des caricatures qui étaient produites dans Charlie Hebdo. Mais je pense que la liberté d'expression est quelque chose de fondamental, qu'elle est essentielle et qu'on ne transige pas avec la liberté d'expression. Vincent ? Est-ce que vous êtes choqué par les propos d'Edgar Morin ? Je ne suis pas choqué parce que, comme Voltaire, j'ai envie que chacun puisse s'exprimer. Et je me battrai jusqu'au bout pour qu'il puisse exprimer des avis différents, mais je crois profondément à cette question de la liberté. Vincent ? Ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, ça chez vous, du coup, en tout cas, si j'ai bien compris. Ça fait beaucoup réagir, effectivement, sur les réseaux sociaux. Merci Vincent. Merci Gérard Larcher d'avoir participé à Audition Publique, une émission qu'on peut retrouver sur le Figaro Live notamment, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur les comptes Twitter de LCP Public Sénat qui ont relayé l'émission pendant toute la durée de cette émission. Audition Publique revient en direct lundi à 19h30. Bonne soirée, merci. Merci d'avoir mis Public Sénat en haut.